Sur l'ordi, j'ai découvert l'expérience de Nicolas Jacquette, de Paris, de France, qui avait grandi dans les témoins de Jéhovah. Il était gay, il avait été suicidaire. Il était sorti de la secte à l'âge de 23 ans, comme moi. Il avait publié un livre et faisait de la BD. Il avait été aux enquêtes parlementaires. Plus tard, j'ai lu son livre. J'ai lu d'autres témoignages d'ex-témoins. Une fille qui avait quitté les témoins, elle était partie, elle avait tombé dans les drogues dures par la suite. Mais son récit était inspirant et j'aimais la photo sur le site. Je me souviens qu'en technique et matériaux, pour mixer notre peinture, je m'étais fait un... Il fallait tailler le plastique et j'avais choisi de faire des formes d'oreilles de Mickey Mouse. On a eu un party de finissant pas loin de Saint-Joseph. C'était dans une grosse cabane. C'était vraiment luxueux. Il y avait de la bouffe. La fille de Stanley était là aussi. Je me souviens qu'on a eu un autre party de finissant qui était pas mal poche, qui s'était passé sur la première avenue. On avait du Black Eyed Peas, Kid Cudi, David Guetta Memories qui jouait au party. Je me souviens de la chanson Hey Hey de Lady Gaga que j'aimais bien, que je mixais dans mes mix à la maison. J'ai mémorisé la tune L'Opéra du Mendiant, que j'ai été performé dans mon ancien appartement, qui habitait maintenant habité par Robert et Claude, et un bébé inconnu. Robert avait aménagé l'espace avec des instruments de musique, des tam-tams. C'était difficilement reconnaissable. Je lui ai demandé de me filmer pour YouTube, chose qu'il a faite. Je portais un gilet rayé avec des jeans. Et puis j'avais fait une courte introduction avant la chanson. La chanson est toujours disponible en ligne sur mon compte Vimeo. Puis, en été 2010, après le cégep, j'ai quitté pour Montréal. J'ai acheté mon billet de bus. J'ai dit bye à mes parents. Et j'avais l'impression de les tuer en quittant. J'ai pris un selfie de moi sur la route. J'avais l'air du gars dans Green Day, dans le vidéoclip de Green Day, Jesus of Suburban. Je partais vers l'inconnu. 2010, deuxième section, Montréal, les auberges du cœur. Ici, j'ai une récapitulation. Finalement, je redis mon livre en un long paragraphe. Il y a beaucoup les influences de la télé que je dis, les films, comme quoi je mélange la fiction et la réalité. Ok. C'est très répétitif. Non, je me répéterai pas, c'est encore la même chose. Donc, dans la ride de bus, j'avais pris le train aussi pour la première fois. J'écrivais de la poésie. Je suis arrivé au pont Jacques-Cartier, j'avais la vue de la ville. C'était un petit peu comme Alicia Keys, New York, parce que j'avais mis Jay-Z aussi dans mes playlists avec Forever Young. Et je m'étais aperçu que Montréal, c'est une grande ville. Et le simple fait de marcher dans ces rues, de voir les graffitis, les passants, il y avait de quoi qui me faisait sentir vivant.
Pour le cégep du Vieux-Montréal, il y avait un test de dessin qu'il fallait que je fasse avant d'entrer. Le cégep était bien foutu dans un coin près de la rue Saint-Denis et Berry-UQAM. Ça vaut la peine de marcher juste là pour voir le spot. L'école est super belle. J'avais déjà vu des photos en ligne. Je cherchais aussi à rester dans la résidence Fleurimont que j'avais recherché sur Internet avant. Le test, c'était pour tester notre sens spatial et de visualisation. J'ai su que le gars à côté avait amené sa fille, puis c'était la 3e fois qu'il faisait le test, mais elle n'avait jamais été acceptée. Je n'ai pas non plus été accepté, mais je n'ai pas réessayé. Dans ce temps-là, j'ai commencé à dessiner à la maison comme des bonhommes allumettes et je griffonnais des jeux de mots et des jokes style BD. J'avais aimé mon expérience avec le portrait et j'en avais refait. Je me suis trouvé un logement à 550$ sur la rue Saint-Denis, pas loin du métro Sherbrooke. C'était un beau coin, mais le loyer était trop cher. C'était un 1,5 sans air climatisé. On crevait de chaud. Le lit était couvert d'une pellicule de plastique. J'ai seté mes tables tournantes pour pouvoir écouter des CD audio et que j'allais louer à la grande bibliothèque. Encore sur le développement personnel, la méditation, le Dalai Lama. Mes tables tournantes étaient installées sur le bord de la fenêtre. J'avais une vue sur la rue Saint-Denis. Je pratiquais avec mes CD gravés avec mon case. Puis j'ai commencé à faire des playlists sur YouTube. Je choisissais une vingtaine de tunes par mois qui étaient mes préférées. C'était surtout de la musique électronique comme le trance, style Armin van Buuren. J'utilisais le nom Océan Procelarum, qui était une référence au nom d'un cratère sur la Lune, parce que je voulais avoir un son qui sonnait comme l'océan et qui sonnait comme l'espace, et aussi un son tropical. Je voulais que ces musiques soient thérapeutiques. J'ai quand même poursuivi cette émission pendant 4 ans, le temps que j'étais à Montréal. Et mon expérience à Montréal a été magnifique. Pas toujours évidente, par exemple. À la guitare acoustique, je strummais des tunes acoustiques. Du Pop 40, What You Say, de Jason Derulo. J'allais jouer dans le métro Papineau, dans le métro Sherbrooke et sur ma galerie. Je voulais apprendre des tunes trance à l'oreille parce que je trouvais pas les partitions en ligne. J'apprenais la tune Run to My Rescue. Les paroles vont comme suit. Maybe I should just choose to ignore this, let it fade like water through the sand. Maybe I could just leave this behind me, some things you'll never understand, because this is such a fine line to cross, and this is not a question of whether you will or you won't, you either have it or you don't. You've got to see it to believe it with your eyes. Maybe are we dreaming through the sky, free falling? I'll never stop loving you, run to my rescue. J'avais une grosse connexion avec cette tune. J'avais aussi une connexion avec la tune This Moment. All I need is this moment to send me away with a smile on my face. Et la tune Begging You de Surf, Metistaka and Jaren. Je voulais changer mon nom à Normand Talbot ou Stéphane La Jeunesse. Normand voulait dire homme du Nord, en référence à... Et Talbot était une référence à Denis Talbot de l'émission Monsieur Net. Bon, le nom de ma chaîne YouTube s'appelait Monsieur Normand Talbot. Je l'ai fermé. Il n'existe plus maintenant. Je me disais que je voulais pick up where Armin left off. La jeunesse, c'était juste une variation de jeunesse et certains faisaient déjà cette erreur en disant mon nom. Pour la bibliothèque, je passais 2 heures, c'était la limite. Il y avait une limite sur le temps que je pouvais y passer. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas de pub sur YouTube. J'allais sur les labels comme Vocal Trance, Enhanced Recordings, Pulsar, etc. pour y trouver des nouvelles tunes. Je formais mon son. Ma vie dans le réel n'était pas cool du tout. Parce que je voulais donner mon CV. Mon but, c'était de
passer sur la rue Sainte-Catherine et puis de trouver un emploi comme serveur ou DJ. Sauf que personne ne voulait m'engager. Euh, En bas, il y avait un bar. En bas d'où je restais. J'avais amené ma voiture, l'Integra, mais le parking était dur à trouver. Un peu plus tard, je l'ai vendu. Il y avait un parc avec une fontaine qui était juste à côté que j'ai dessiné. Il y avait des squeegees au coin de rue Saint-Denis. J'avais jamais vu ça de ma vie. Euh, il y avait une beaucoup plus grosse écart entre les classes sociales, entre les riches et les pauvres. Il y avait des itinérants aussi, chose que je n'étais pas familier avec. Et du monde, je me souviens, j'avais rencontré une madame qui avait le cou courbé vers l'avant. Elle était assez épeurante c'était un quoi, second cup. Euh, donc, la vie à Montréal, la vie de la ville, c'était drastiquement différent de ce que je connaissais avec ma vie à Saint-Georges-de-Beauce. Mais j'aimais ça. Euh, il y avait des studios de yoga, chose qu'il n'y avait pas en Beauce. J'avais fait quelques cours de yoga au cégep, mais c'était pas terrible. Là, il y avait un studio qui s'appelait le Studio Bliss. Je m'étais abonné, donné un abonnement illimité, et j'y allais quasiment chaque jour. Je trouvais que les profs bougeaient bien. C'est ce que je voulais développer moi aussi. Il y avait des serviettes en arrière avec une salle de bain, avec une salle de tente en bas, des belles filles, une autre section de massage, mais j'y allais pas. J'ai comme manqué d'argent, donc il fallait que je fasse une demande d'aide sociale. Mais mon agent me regardait avec un air bête. T'as 2 bras, t'as 2 jambes, va travailler. La salle d'attente était remplie de gens fâchés, plus ou moins malades. À longueur de journée, les agents frustrés, puis le monde qui sont frustrés là, se font refuser leurs demandes. C'est ça la bureaucratie. Quand venait mon tour, on me donnait une liste de documents à remplir et à apporter. Et c'était dur à comprendre qu'est-ce qu'on me demandait. Une liste de mes anciens employeurs. Il y avait des employeurs que je ne pouvais même pas rejoindre parce que j'avais perdu contact avec eux depuis plusieurs années. Comme ceux aux États-Unis. On me soupçonnait toujours de ne pas dire la vérité. Si t'as pas d'adresse, tu peux pas avoir de BS. Ça te prend au moins un casier postal. On était vite à fermer le dossier. Et puis, quand je ramenais mes documents, on me disait on t'a mal informé, c'est pas les bons papiers. Les salles d'attente prenaient une éternité. C'était, c'était comme impossible. Et puis, un peu plus tard, j'ai perdu mon logement. Le monde aux ordinateurs sacrait cherchait un emploi. Derrière ça, je voyais les injustices, les boss qui étaient en arrière de ça, qui créaient les règles, qui partaient en vacances. Et je me disais que il y avait du monde dans la salle d'attente qui disait waouh, t'as une jambe cassée, t'es chanceux, tu sais pas comment ce que ça vaut. Parce que c'est quand tu es plus malade, tu reçois plus. Malheureusement, j'étais pas si malade que ça. Alors j'avais le minimum. C'est pas rare d'attendre 2 heures dans la salle d'attente, entouré de personnages farfelus. Euh, Ma relation avec les CLE a duré assez longtemps. J'ai dû m'habituer. Euh, Quand j'ai eu mon premier chèque, je trouvais que c'était de l'argent qui était durement gagné. Des fois, les agentes me donnaient des faux numéros de téléphone à appeler. C'était des boîtes vocales. On me référait à d'autres personnes qui disaient qu'on m'avait mal informé. J'avais l'impression d'être dans la maison qui rend fou dans les 12 travaux d'Astérix. Mais mes parents sont venus m'aider à déménager.
C'était généreux de leur part, je trouvais, de faire la route et tout. Euh, on comprenait encore mal la décision de ne plus être témoin de Jéhovah. J'étais assis sur le trottoir de ma nouvelle maison de chambre à Hochelaga. J'étais comme un bum dans la rue qui grattait sa guitare. Mon DJing marchait pas non plus. J'avais pas d'emploi. Mes parents sont vite repartis. Après m'avoir aidé à déménager, ils sont restés quelques heures seulement. À Hochelaga, je vivais dans une maison de chambre à 350$ par mois. Pas mal le minimum que tu peux trouver sur l'île de Montréal. Ma maison euh, était près du métro Joliette. Je trouvais quand même que c'était un beau quartier pour marcher. Il y avait un skatepark aussi pas loin. Et j'étais descendu jusque sur la rue Sainte-Catherine et c'était quand même beau, je trouvais. Par contre, dans ma maison, presque tout le monde prenait de la drogue. Il y avait un junkie sur mon étage. Ma chambre était très petite, elle n'avait pas de fenêtre. J'avais décidé de peinturer mes murs de mon appartement pour mettre un peu de vie avec la couleur vert lime qui était à la mode. Et je dormais sur un fond. Je pense que j'avais des punaises de lit aussi. Et je dormais dans un sleeping. Un peu plus tard, je me suis rendu compte que je tombais dans une classe plus pauvre. Pendant que je courais, je travaillais dur pour avoir mes documents. Euh, Finalement, je faisais partie de la gang de punk, des personnes que je trouvais étranges au début. Euh, j'avais... Je regardais pour trouver les endroits où ce que le film La Rage de l'Ange avait été filmé. Des lieux qui existaient dans la vraie vie, comme le Carré Vigée. J'ai trouvé un emploi comme travailleur à l'ADMI, ami du déficient mental et intellectuel. Euh, j'ai aussi trouvé une job en construction où fallait que je traîne mes outils sur une longue distance. Il y avait deux gars musclés, mi-vingtaine, sur le chantier. Il avait un pick-up. Pour l'ADMI, c'était comme les terrains de jeu, mais c'était avec les handicapés, puis il y avait des adultes. Je me souviens on avait fait une sortie au Vieux-Montréal, puis il fallait mettre des serviettes sur la tête des personnes pour les protéger du soleil. Et ils marchaient super lent. J'ai aussi été dans un restaurant comme plongeur. Fallait que je prépare les herbes dans la cuisine. Chose qui est peut-être pas si difficile à faire. Mais j'ai perdu patience. J'ai agi comme le gars dans Coyote Ugly qui sort et puis qui en beurre d'ascend et crash. Et puis j'ai quitté ma job comme ça. Le boss a pas toléré cette crise, évidemment. Et j'ai perdu mon emploi. Euh, j'ai été j'ai été à l'urgence, à l'hôpital, quelques années plus tard. Encore une fois. Euh, J'étais un peu dans un triangle de bourreau, victime, sauveur, parce que je me trouvais des personnes qui allaient m'aider, euh, mais je devenais dépendant de leur aide. Éventuellement, ils se tannaient de m'aider. Euh, Par exemple, Julio, qui m'avait aidé, il m'avait dépanné avec le logement. Sinon, il y avait les refuges. Il y avait les refuges. Quand j'ai quitté mon logement de maison de chambre. Dans ce temps-là, j'allais encore à la bibliothèque, je me prenais des livres encore de développement personnel, je les écoutais sur mes CDJ. Euh, j'avais été marqué, par exemple, au Parc Berry parce qu'il y avait du monde qui dormait dehors. J'ai aussi dormi dehors une fois, et puis je pouvais pas bien dormir parce que je stressais à cause du danger.
Certaines personnes prenaient de la drogue, comme je disais. Euh, Encore l'aide sociale. À Hochelaga, on s'était fait un feu de camp dehors. Il y avait des belles filles. Il y avait deux belles filles qui restaient en haut. Euh, mais elles fumaient du pot. Et j'avais su que la fille avait fait l'amour avec tout le monde dans la maison excepté moi. Ou presque tout le monde. Et puis c'était cette fille-là que je trouvais intéressante. J'arrivais pas à décrocher. Je continuais à l'aimer quand même. Euh, Ensuite de ça, parce que j'ai découvert Eckhart Tolle dans ce temps-là. Un autre qui parlait de cuirasse et d'éducation somatique comme façon de s'aider, peut-être mieux dans sa peau. Et puis après ça, on est allé au food bank, moi et les voisins. J'ai embarqué avec eux dans leur voiture. Euh, L'attente était longue. Il y avait des punks qui étaient sur le parterre. Puis les intervenants sont arrivés avec leur boîte de bouffe. Ils nous ont donné nos rations. Je trouvais que les bénévoles avaient l'air bêtes à côté des punks qui étaient plus gentils, je trouvais. Au début, je catchais pas vraiment c'était quoi les punks, les squeegee. Je trouvais qu'il y avait. Attends un petit peu. Il y avait des cheveux de couleur, des mohawks, des tatous. Le monde en parlait ou n'aimait mieux pas trop d'en parler, mais il était là, il existait dans le système. C'est une partie importante de la ville. Et c'était de ne pas de ne pas leur porter de jugement. Je continuais à essayer de développer mon affirmation de soi. Je lisais encore là-dessus. J'ai trouvé des disques de Tony Robbins avec Awakening the Giant Within. Et je m'étais donné des objectifs à faire dans différentes sphères de ma vie. Un soir, le junkie qui était mon voisin est venu me parler dans le salon. Il parlait vite et je disais plus et égal. Son cerveau était en mode drogue. J'aurais bien aimé lui faire la conversation, mais c'était plus un monologue incompréhensif. Je l'ai écouté pendant un moment et après ça, j'ai fait OK, je suis tanné, je veux pas perdre mon temps à écouter quelqu'un qui est en mode comme ça. J'ai décidé de m'affirmer à mon propriétaire. Il y a une mince ligne entre s'affirmer et être agressif ou être passif. Et puis dans ce cas-ci, j'avais passé la frontière d'être agressif. On m'avait dit que ça pouvait arriver au début, parce que j'essaie des nouveaux comportements. Chose qui n'a pas été une bonne affaire, parce que mon propriétaire, il m'a foutu à la porte après. Parce qu'il n'aimait pas ça se faire crier après. Euh, Quand même, je savais qu'il y avait un filet de sécurité pour les sans-abri, où il y avait quelque chose que j'aurais pu retomber dessus si je ne pouvais pas payer mon loyer. Et aussi, je ne pouvais pas payer mon loyer. Une tune qui était populaire dans ce temps-là, c'était Nicki Minaj, Starships. Allô les refuges et les auberges du cœur parce que je suis tombé dans les cracks du plancher. Je me suis retrouvé à la mission la maison du père. La maison du père, c'est comme Dieu et non pas comme papa. Parce qu'au début, je pensais que c'était pour la maison pour les pères. Je ne suis pas un papa. Quand je me suis, quand je suis arrivé à, je faisais la ligne d'affilée. Quand je suis arrivé, on m'a demandé, l'intervenante m'a demandé c'est quoi ton nom. J'ai dit Gaëtan Jeunesse. Puis elle me croyait pas. C'était une jeune fille qui était probablement à un stage de l'école. Euh, alors, j'avais pas vraiment de raison pour mentir, mais on me croyait quand même pas.
Euh, je me disais que le monde autour de moi faisait dur. J'étais pas comme un d'eux. Ma situation était différente. C'est parce que je voyais pas tellement les effets que la secte avait eu sur moi. Au début, j'ai eu droit à une douche collective, ce qui veut dire c'était obligatoire, qu'il fallait que j'aille dans les mêmes douches que des personnes vieilles et laides et malades qui ça fait longtemps qu'ils sont à la rue. On nous donnait un numéro. J'avais un casier où ce que je pouvais donner mon sac et mes biens. J'avais pas beaucoup de biens. Pour ma guitare, je l'avais laissée dans un bureau à côté chez un pasteur. Parce qu'il y avait un prêtre de l'autre côté qui avait accepté de prendre ma guitare. Tout le monde avait leur numéro. On m'appelait par mon numéro plutôt que par mon nom. Certains étaient là depuis longtemps. Je pense pas qu'il y a un profil typique pour une personne qui est dans la rue. Je pense pas qu'il y a un profil typique non plus pour un intervenant. Sinon, qui essaye que la raison pourquoi il est là, c'est parce qu'il essaye d'aider. Euh, la première fois que j'ai pris ma douche, on m'a demandé de me mettre nu devant les autres. C'est la première fois que je me mettais tout nu devant des personnes. J'avais donné mes biens à la personne qui s'occupait des cases. Et un des gardiens me regardait. Il y avait un gars qui avait des testicules enflés dans les douches. Et c'était de maladie. J'avais l'impression d'être dans un camp de concentration. Euh, on dormait dans des dortoirs. Des pièces avec plein de lits. Euh, Au début, je savais pas faire la différence de qui était qui. J'ai commencé à parler un petit peu aux personnes qui étaient des résidentes. Il y avait des histoires intéressantes à raconter. Puis j'ai pu rencontrer un intervenant. Puis c'est par après ça que j'ai pu faire des appels pour faire des démarches, pour me faire transférer dans les auberges du cœur. J'ai été accepté dans les auberges du cœur. Ça a pris un peu de temps, peut-être plusieurs semaines, qui ont été des dures semaines. Fallait arriver là à 2 heures de l'après-midi. Ça voulait dire que je pouvais pas faire de démarche, passer 2 heures. Puis, il fallait passer le restant de l'après-midi soit assis devant la télé, ou jouer au pool, ou à des jeux dans la pièce principale. Si un coup que notre douche était pris, les intervenants nous donnaient du chocolat. J'avais l'impression qu'on nous domptait comme des dauphins à SeaWorld. Euh, Dans ce contexte, c'était pas important qui j'avais été. C'était pas important que je savais tirer des joints. La réalité du moment était que je faisais partie du business des sans-abri. Les déjeuners étaient fournis le matin. Fallait se lever tôt. Puis on était forcé dehors. On était servi par des bénévoles. J'ai aussi été bénévole pour les déjeuners. Euh, le soir aussi, les soupers. On faisait la file. Je voyais les personnes mettre trop de sucre dans leur céréales et dans leur café. Ça me semblait évident. Mais pour eux, non. Il n'y avait pas d'exception. Euh, les intervenants riaient des itinérants et disaient que c'était comme un troupeau de morses qui se prélassaient sur le long de la plage. Parce que les intervenants, des fois, nous dénigrent. Mais on s'habitue. Au début, on s'oppose, mais quand on apprend à les apprécier, les choses prennent une autre tournure. C'est plus facile de faire changer les choses quand on les accepte pleinement. En réalité, c'est juste son attitude qu'on peut changer dans ces cas-ci. Au milieu de la nuit, je m'étais réveillé et j'errais dans les couloirs. Il y avait des caméras qui me filmaient.
Dans la pièce principale, où on prenait les numéros, il y avait le film 3. Euh, la bosse était vraiment belle et j'avais été la voir pour lui demander son numéro. Je voulais y retourner la voir pour lui demander une date. Euh, on est beaucoup plus nombreux en tant qu'itinérants qu'en tant qu'intervenant. Alors, je me disais que si tout le monde se révoltait d'un coup sec, on pourrait facilement prendre le contrôle. Mais certains intervenants étaient en power trip. J'imagine parce qu'ils manquaient de contrôle sur les autres sphères de leur vie. Euh, les lits dans les dortoirs étaient trop courts. Il fallait que je dorme en demi-lune. J'ai été bénévole aussi. J'ai aidé à ramasser les draps. Il fallait que je mette des gants. J'étais pas mal le plus jeune puisque l'âge minimum c'était 25 ans. Et j'avais 25 ans. Dans la grande pièce, il y avait un gars qui avait apporté son portable. Il y avait une cicatrice au front. Il s'était fait opérer au cerveau. Il y avait il y avait un prince de son pays qui était bloqué pour une question de papier. C'était intéressant d'entendre des histoires. Il y avait une section pour aller fumer dehors. J'y étais allé, j'avais pas fumé. Je pratiquais mes habiletés sociales dans cet endroit. C'était pas nécessairement le meilleur endroit, mettons. Et je posais des questions, interviewais les personnes qui étaient là. Il y avait un gros monsieur à moustache qui était habillé à l'ancienne, avec un complet veston-cravate qui jouait au pool. J'ai écrit des poèmes sur le refuge, inspirés de l'Opéra du Mendiant. Euh, il y avait un gars qui se plaignait qui disait qu'on mangeait mieux en prison. J'ai aussi fait une BD avec cette scène. Euh, En passant à l'ADMI, on était allé visiter une prison. Je trouvais que les prisonniers avaient quand même une belle vie. Quelqu'un disait, évidemment que c'est pas les vrais criminels qu'on retrouve en prison, parce qu'il y avait des personnes qui sortaient de prison qui allaient au refuge. Euh, Certaines personnes étaient douces et gentilles. J'ai enfin été accepté au tournant. Une auberge du cœur euh, qui va jusqu'à 30 ans. Euh, un autre gars dans le refuge a été accepté au programme chez soi. Il y avait une messe dans l'autre section du building. Et il fallait marcher dans les couloirs et ça donnait l'impression qu'on était dans une époque médiévale. Ça semblait être très vieux. Il y a eu une autre messe dans la salle principale aussi. On m'encourageait à me remettre à une puissance supérieure. Le matin, j'ai découvert les magazines L'Injecteur. Un magazine pour ceux qui s'injectent des drogues. Je trouvais ça hard, mais j'aimais les dessins. Il n'y a rien comme ça en Beauce. J'ai écrit un poème qui s'appelait Le guérisseur blessé. Et j'ai lu le livre Apprivoiser son ombre de Jean Montbourquet. Euh, j'ai partagé mon poème à un intervenant. Je faisais des exercices pour intégrer mon ombre, une espèce de pratique spirituelle et chamanique. Euh, Jean Rochette, parenthèse, avait dit que les témoins sont plus dans leur tête que dans leur corps. Alors c'était un des objectifs de me connecter plus à mon corps et à mes instincts. Euh, le tournant, j'aimais aussi Nietzsche qui disait que l'homme avait été domestiqué et c'était important pour lui de se reconnecter à ses instincts. Donc, j'ai été transféré au tournant et c'est là que j'ai trouvé ma famille de remplacement. Ça a été, le tournant était au centre-sud de Montréal.
qui est le centre-ville, près du quartier gay, dans le downtown. Il fallait que je prenne le métro vers UQAM pour m'y rendre, ou Champ de Mars. Non, pas Champ de Mars. En tout cas, c'était proche de la grande bibliothèque, endroit où j'allais passer mes temps libres. Je me souviens encore de ma première impression du tournant. Je m'étais réveillé, j'étais descendu en bas. Il y avait un résident qui était en train de cuisiner sur la tune Cooler Than Me de Mike Posner. Je m'étais imaginé un pire scénario, mettons. Le tournant avait 3 étages. Parce que quand on se retrouve dans de la nouveauté, des fois on pense que ça fait peur, que ça va être un film d'horreur. Mais le tournant était pas du tout comme ça. C'était vraiment un bel endroit. Euh, et le monde aussi que j'ai rencontré là était très gentil. Le tournant a 3 étages. La porte est barrée. Il faut sonner avant d'entrer. Il y a une grande cuisine avec un salon. Et quand on mop le plancher, il faut mettre les chaises à l'envers sur la table. La mop est dans la salle à laver le linge, parce qu'on a aussi une buanderie qui est petite, mais efficace. Il y a un babillard, il y a des condoms. Les résidents dorment dans les chambres en haut, 2 par chambre, et parfois seuls. Il y a une pièce séparée avec un divan pour la lecture ou la méditation, juste pour relaxer. Il y a des plantes autour et on est entouré de vitres. C'est assez luxueux quand même comme endroit. C'est une des plus belles maisons que j'ai jamais vues, que j'ai jamais habité dans toute ma vie. Sur le mur, près des divans dans le salon, il y a des photos d'anciens résidents, d'intervenants. Et ça disait que ça faisait 25 ans que ça existe, qu'ils rendent en aide aux jeunes en difficulté. Isabelle était notre coordonnatrice. Les intervenantes avaient de mon âge. Les lieux étaient motivants, dynamiques. Tu peux choisir ton intervenant de suivi. Les 3 premiers jours de séjour, tu peux juste relaxer. Ça te ground en masse. Puis, il faut que tu sois en démarche du lundi au vendredi, du 9 à 5, comme une journée de travail. Puis, il faut que tu travailles. Les objectifs, c'est de travailler ces objectifs. Le suivi, le but, c'est d'être en démarche pour atteindre tes objectifs, soit recontacter ta famille, retourner aux études, diminuer ta consommation. Pour moi, la consommation n'était plus un problème. Et faire des thérapies. Chose que moi, j'allais à mes groupes de thérapie à revivre. Ça comptait. Aller au gym aussi, ça compte. J'avais trouvé un pied à terre. Mais j'avais perdu mon linge dans les refuges. Alors, les intervenants du tournant m'avaient fait piger dans la garde-robe pour le remplacer. Je m'étais trouvé des salopettes de jeans et du linge qui était mal accoutré. Et un des résidents m'a dit « On a retrouvé l'acteur qui jouait dans la petite maison dans la prairie. » J'avais aussi perdu mon portefeuille à plusieurs reprises. Alors, il fallait que je refasse mes cartes. Et c'était ça mes démarches, surtout. Avoir le chèque d'aide sociale aussi. À chaque jour, on a une tâche. Il y avait un stripper aussi qui était un des résidents. C'était lui qui avait fait le commentaire sur ma salopette. Les tâches sont de mopper le plancher de cuisine, laver le bain avec du savon vinaigre parce qu'on n'a pas le droit à d'autres sortes de savon, faire la vaisselle,
laver le frigidaire, jeter ce qui est plus bon. On faut faire vérifier la tâche un coup avec un intervenant pour que l'intervenant te donne un OK. Euh, la raison pourquoi on utilise du savon au vinaigre, c'est pour s'assurer que les résidents ne s'empoisonnent pas en buvant le liquide. Les couteaux aussi, on n'a pas le droit d'avoir de couteaux ou de ciseaux accessibles à moins qu'on demande. À moins qu'on fasse une demande. Sous permission. Il y a des intervenants 24 heures sur 24. Et on est souvent demandé à aider à préparer les repas. On nous demande de se porter volontaire pour transporter des boîtes ou autre. Il y a un journal aussi qui s'appelle Le Vent tourne, où ce qu'on peut être publié. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont aussi là qui sont aussi publiées. La violence n'est pas tolérée, aucune sorte de violence, ni la violence verbale. Violence physique et violence verbale non plus. La consommation n'est pas tolérée non plus. Tu ne peux pas entrer au tournoi en état de consommation. Tu ne peux pas consommer sur les lieux. Il y a des réunions de résidents une fois par semaine. On a le droit de parole. On a le droit de parole. On nous donne des nouvelles. Par exemple, telle date, on aura une levée de fonds pour l'auberge. On est invité à participer. J'étais allé à un lavoto. Ça devient une appartenance. Par contre, tu peux facilement te faire kicker out si tu brises les règles. Alors, c'est pas tellement stable. Les soupers communautaires sont les jeudis et avec des anciens résidents. Les anciens sont invités. Mon intervenante que je préférais était vraiment belle. Elle avait environ mon âge, elle s'appelait Audrey. Elle me faisait penser à Marimé avec ses longs cheveux châtains, le nez percé. Et c'était facile pour moi de tomber en amour parce qu'il y avait tellement peu de personnes qui me portaient attention, mais elle était toujours là à s'intéresser à moi, à m'encourager. Elle voyait mes qualités, mes forces. Par contre, elle avait un chum. Je crois qu'elle avait passé sa vie à Montréal aussi. Elle avait une belle auto aussi. Il faisait du BMX, genre. Isabelle était la coordonnatrice. Son bureau était à côté. Mais les intervenants n'étaient pas toujours disponibles pour m'écouter. Parce que des fois, la porte est fermée. S'ils sont en changement de corps, je dois attendre. À la fin du séjour de 6 mois, si tout s'est bien passé, tu peux graduer au logement supervisé. Le tournant a un bloc près de l'avenue Frontenac qui s'appelle les Appartenances. Je vais arrêter là.